Nous passons tout de suite au dernier thème de cette table ronde, la santé communautaire. Donc de la même façon que pour la partie précédente, pour bien comprendre cette discussion, nous allons définir ce qu'est la santé communautaire. Donc selon l'OMS, la santé communautaire est le processus par lequel les membres d'une collectivité géographique ou sociale conscients de leur appartenance à un même groupe, réfléchissent en commun sur les problèmes de leur santé, expriment leurs besoins prioritaires et participent activement à la mise en place, au déroulement et à l'évaluation des activités les plus aptes à répondre à ces priorités. Donc, cette notion implique donc une réelle participation de la communauté à l'amélioration du système de santé publique. Alors, Jean-Luc Romero-Michel, en tant qu'adjoint à la mairie chargée des droits humains, de l'intégration, de la lutte contre les discriminations, que signifie pour vous ce concept de santé communautaire ? Santé communautaire, ça veut dire que chacun se prend en charge, c'est-à-dire que chacun est actrice et acteur de sa propre santé. Et c'est une histoire qu'on a d'ailleurs partagée avec Anne, qui est d'abord celle qui a été la lutte contre le sida, où on a vu à un moment un groupe de personnes touchées par une maladie et qui n'avaient pas de réponse, évidemment, parce qu'à ce moment-là, et c'est évidemment le sida auquel je voulais faire référence, qui n'avaient pas de réponse, pas de traitement au début des années 80 et qui ont décidé de se prendre en charge en disant nous, on va s'occuper de nous-mêmes. Et ça, je crois que c'est extrêmement important et c'est d'ailleurs une réussite des politiques de santé parce qu'on voit bien que les politiques de santé jusqu'au début des années 80, elles venaient d'en haut. Elles étaient vues que d'un point de vue médical et en fait on n'entendait pas la personne malade et ça a changé notre rapport parce que là par ce biais et cet exemple de la lutte contre le sida me paraît important, ce sont ces personnes qui ont commencé à faire des recherches, se sont soutenues les unes les autres. Et je pense que ça a été un exemple aujourd'hui, on le voit, qui est évidemment pas abouti malheureusement parce que entre-temps, certains ont voulu un peu revenir en arrière, mais c'est ce qu'on appelle globalement la démocratie sanitaire. Et je crois que la démocratie sanitaire, pour nous à Paris, ça doit avoir du sens. Et ça veut dire que ça doit aller au plus bas du terrain parce qu'on le voit, ces inégalités, elles sont là. Moi, j'ai été très frappé, je termine là-dessus pour pas être long, j'ai été très frappé quand certaines réunions que tu organisais avec la maire de Paris sur la Covid et auxquelles venait justement intervenir la Pure, de voir que même à Paris, on voit très clairement que, par exemple, sur la Covid, les arrondissements de l'Est, les arrondissements les moins riches, étaient ceux qui étaient, c'est pas seulement les villes de banlieue, etc., étaient évidemment beaucoup plus touchés. D'où cette importance de permettre aux différentes communautés de se prendre en charge et de les avoir comme des actrices et des acteurs à part entière. Et je crois que ça, c'est important et c'est ça qui fait qu'on peut avoir une réussite, c'est que l'accès à la santé, notamment, il ne peut pas se faire sans les gens. Et c'est ce qu'on a raté pendant très longtemps, qu'on n'a pas pris en compte, et que nous, en tout cas que la politique que tu mènes, Anne, depuis longtemps, ça a changé les choses. Ça a changé les choses, et on le voit, et Anne-Claire pourrait dire exactement la même chose dans les quartiers. Je vous remercie. Donc, Maud Gérard et Marine Griache, vous êtes représentantes de l'association Bacillal, donc une association issue de la lutte contre le sida. Et votre mission est d'accueillir les personnes en situation de précarité sociale et de santé, les plus vulnérables. Quels sont les besoins en matière de santé des communautés que vous accompagnez ? Alors, je reprends ce qu'avait dit Monsieur Roméo et qui est très vrai, c'est que finalement, ce qu'on remarque, c'est que les besoins prioritaires pour les gens qu'on accompagne aujourd'hui, c'est vraiment le logement, l'accès aux droits, l'accès aux papiers, l'accès à une régularisation. Et cette priorité fait que pour eux, le soin ne l'est pas. Et c'est ça qu'on essaie de faire à Basiliade, c'est justement de pouvoir répondre à ce besoin via l'accompagnement social pour pouvoir ouvrir sur l'accès aux soins. Donc voilà, c'est vraiment notre... Moi, c'est exactement ça. En fait, le truc, c'est que les personnes, elles arrivent, elles ont des besoins. Nous, on en détecte d'autres, on détecte les mêmes besoins et souvent d'autres, souvent liés à la santé, parce qu'ils ont une santé depuis leur arrivée en France, parce qu'on a quand même
notre public est quand même, ce sont des primo-arrivants en général, enfin en tout cas ils viennent d'autres pays, et à leur arrivée en France, ils se soucient absolument pas de leur santé, et on se rend compte d'une santé complètement abandonnée, souvent même les droits primaires ouverts à la santé pas faits, et c'est ça, nous, là où on doit absolument intervenir, et c'est pour ça qu'on arrive en équipe pluridisciplinaire, donc Maud infirmière, moi travailleuse sociale, mais aussi un psychologue, un médecin, pour qu'on puisse aussi les raccrocher aux soins. Et je trouve que c'est important aussi ce que vous disiez, c'est que il faut qu'elles soient actrices de leur santé, et rendre les personnes actrices de leur santé, c'est aussi les remettre au cœur de ce qui se passe dans leur santé, ce qui se passe dans leurs soins, leur démarche aux soins, leur suivi, ce genre de choses. Et ça, si je peux rebondir juste sur le fait de rendre acteur aussi, c'est vraiment laisser la parole aux gens et quelle est leur représentation de la maladie. Les représentations sont parfois pas les mêmes, et ça, je pense qu'il faut il faut vraiment accéder à ces représentations-là pour pouvoir avoir une action qui a du sens et qui va marcher. Sinon, ça ne sert à rien. De l'information pour de l'information, ça ne sert à rien. Donc c'est d'où le développement de l'éducation thérapeutique, etc., qui permet ça. Anne Soueiry, comment répondez-vous, comment la politique municipale répond aux problématiques que formule l'association Basilia? Alors, je ne sais pas si je vais complètement répondre, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, la santé communautaire, c'est avant tout la question d'abord que le corps nous appartient, notre corps nous appartient. Et franchement, ça, on le doit à la lutte contre le sida, encore une fois, parce que il faut savoir qu'avant les années 90, avant la loi Kouchner, eh bien, par exemple, notre carnet de santé, notre dossier médical ne nous appartenait pas. On ne pouvait pas exiger de l'avoir en sortant de l'hôpital. Enfin, on n'imagine peut-être plus ça maintenant, mais enfin, c'était la réalité. Le vrai expert était le médecin, et le patient, il était l'objet du médecin, et donc il n'était pas un expert, ni expert, ni décideur. Et la santé communautaire, pour moi, c'est le fait de dire aussi qu'on est soi-même le meilleur expert. En tout cas, qu'on peut le devenir. On ne l'est pas forcément au départ, mais on peut le devenir. Et quand on peut le devenir, on devient un meilleur expert que le médecin. Les bons médecins le savent. C'est pas, je ne dis pas ça de manière concurrentielle. Ils savent s'appuyer sur l'expertise de l'usager et du patient pour pouvoir faire progresser les choses. Et ça a été la question, hein, on parlait tout à l'heure des usagers de drogue, mais les usagers de drogue, quand on a fait la réduction des risques, personne n'y croyait. On pensait que ces gens-là, ils prenaient des produits, puis ils faisaient n'importe quoi, en gros, hein, que ce n'était pas la peine d'essayer de leur demander d'avoir une action de prévention et de santé. Et c'était totalement faux. Ça a complètement marché. Ça a été un truc incroyable. Je veux dire, on est passé d'une situation où on avait plus de 50% des personnes usagères de drogue par voie intraveineuse qui étaient contaminées par le VIH à 2%. Enfin, ça a été radical, uniquement par une prévention, une autoprévention, par un savoir partagé et par une responsabilisation des personnes qui sont devenues vraiment leurs propres experts, parce que les médecins connaissent moins bien la drogue que l'usager, et donc il savait aussi mieux le gérer, avec l'aide du médecin évidemment, qui pouvait lui apporter des choses. Mais enfin, je le dis parce que c'est vrai pour tout le monde. La situation dans laquelle on vit, là on reparle d'environnement, parce que voilà, eh bien quand on est migrant, quand on est usager de drogue, quand on vit dans la rue, quand on vit dans un endroit exigu et qu'effectivement il peut y avoir du plomb par exemple, eh bien on sait mieux que les autres à un moment donné quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe, quels sont les symptômes, à quel moment ça va mieux. Et donc, on peut beaucoup mieux ensuite accompagner les choses. Et puis, il faut savoir que la médecine, eh bien, c'est pas une science, hein, excusez-moi. Hein. Enfin, c'est beaucoup d'hypothèses. C'est pas une science dure, en tout cas. Et donc, le médecin, il fait des hypothèses. Et à un moment donné, c'est normal que celui qui est le concerné le plus directement, ce soit lui qui fasse ses choix par rapport à ces différentes hypothèses. Et je pense que c'est aussi la victoire de ça, qui est très importante. C'est qu'on redevienne égaux par rapport à notre corps, à notre santé et à notre vie. Donc, c'est ça la santé communautaire.
en fait, au fond. Et c'est pas du tout une santé ou la santé universelle pour tous ou par catégorie de personnes. En réalité, c'est que quand on va au plus proche des gens et de leur mode de vie, eh bien, on arrive à faire du vrai universalisme. Pour rebondir sur votre intervention, donc je vais donner la parole à Madame Mélina Dulac. Alors, votre association, Le Bus des femmes, propose une action communautaire de santé publique en direction des personnes prostituées. Après avoir écouté Madame Anne Sweris, quelles mesures ajouteriez-vous pour améliorer la prise en charge des prostituées dans le système de santé publique ? Alors, tout d'abord, le bus des femmes a une permanence mobile qui permet d'aller vers les gens et qui leur permet de savoir quelles sont leurs demandes. Alors, surtout d'un point de vue santé, mais plus globalement sur tous les autres problèmes, logement, papier, le droit, enfin tous les droits. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de papier, mais nous avons aussi une grande population qui est tout à fait en règle, qui est française ou... Et le problème de la santé chez les femmes prostituées ou les transgenres ou les travailleurs du sexe, il est à double tranchant. Le fait d'être prostituée, vous ne pouvez pas aller comme ça voir quelconque médecin. Vous savez, j'ai entendu une gynécologue lors d'une émission dire que le vagin d'une femme prostituée n'était pas le même que celui d'une autre femme. Alors, dans ces cas-là, vous vous dites, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas? Et vous avez des personnes qui, pendant 10 ans, n'ont jamais rencontré un médecin. Jamais. Et notre problème à nous... Mais le bus des femmes, l'association Le Bus des femmes, et grâce à cette permanence mobile, permet d'avoir des partenariats avec des hôpitaux où nous avons un seul référent, où nous pouvons aller le voir et être tout à fait tranquille, et parce qu'on sait qui nous sommes. Et là, vraiment, qu'on se préoccupe de notre santé. Parce qu'il n'y a pas que les affaires gynécologiques. Vous avez les maladies un petit peu sournoises, comme le diabète, les hépatites, l'hypertension. Et c'est vrai que cette année qui vient de s'écouler, nous avons été en partenariat avec Basiliade, justement, sur tous les problèmes de santé. La mairie de Paris nous a beaucoup aidés en nous fournissant des subventions, parce qu'évidemment, les femmes, les hommes et les transgenres n'ont pas pu travailler. Et... le budget santé, il était quasiment nul. Et grâce à la mairie de Paris, à des fondations privées, pas à l'État ne nous a pas aidés. Le partenariat avec Basiliade, nous avons pu comme ça au moins aider toutes ces personnes et pouvoir les accompagner dans les hôpitaux, pouvoir les accompagner pour se soigner, chose qu'elles n'avaient pas faite depuis très longtemps. Parce que les prostituées ne sont pas une population en précarité. Nous le sommes devenus depuis cette année, depuis la crise sanitaire. Donc, même pour les femmes qui ont des droits, qui ont leur carte de sécurité sociale, il y a beaucoup de traitements dits de confort qu'elles ne peuvent plus. Par exemple, vous avez des femmes qui ont 80 ans, qui ont besoin d'avoir des drainages lymphatiques, et bien elles ne peuvent plus. Donc, elles ont des jambes très... Et voilà, il y a des soins qu'on ne peut plus avoir. Mais on ne peut pas en demander plus à la mairie de Paris. Là, c'est vraiment un problème national. Là, c'est vraiment, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Mais c'est vrai que les prostituées n'existent pas, j'avais juste oublié ça. Donc, je vous remercie pour votre intervention. Donc, nous allons conclure cette table ronde. Alors, Monsieur Jean-Luc Romero-Michel, est-ce que vous auriez quelques mots à dire pour faire le bilan D'abord, c'est important d'entendre ces militantes associatives qui sont en plus dans des associations qu'on connaît tous les trois très bien, qui font un travail de service public essentiel. Et vous le disiez, madame, quand vous évoquiez à la fin, les travailleuses du sexe n'existent pas dans la loi. Et pourtant, on le redisait tout à l'heure, elles ont payé un très... ils ont, parce qu'il y a aussi des travailleurs du sexe, payé un très lourd tribut à cette période de Covid. C'est des populations qui sont extrêmement vulnérables, parce que plus on les pénalise, plus c'est compliqué, plus elles doivent prendre des risques. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et justement, nous, on n'a pas de jugement
dans la politique qui est menée par notre adjointe à la santé et globalement par notre majorité. On a essayé justement de ne pas être dans le jugement. Parce que dès qu'on met du jugement, de la moralisation dans la santé publique, ça ne fonctionne pas. L'exemple que donnait Anne tout à l'heure, celui des usagers de drogue, est tellement clair. Tout le monde a hurlé quand on a lancé la réduction des risques. Enfin, et quand Michel Barzac a eu ce courage, c'était encore une femme, d'ailleurs il faut le remarquer, souvent des femmes qui ont le courage dans ce domaine-là. Et on a vu qu'ils ont été totalement responsables de leur santé, avec les chiffres que tu donnais tout à l'heure. Et c'est pour ça que quand on évoquait tout à l'heure la santé communautaire, il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux gens. Il faut les laisser. Je crois qu'on a tous envie d'être de plus en plus acteurs et actrices, mais il faut donner les moyens pour ça. Il faut permettre l'accès universel à la fois à la prévention, que tu évoquais aussi, qui est le parent pauvre des politiques nationales. Et on le voit, on en paye les conséquences aussi aujourd'hui avec début de Covid, avec au début de la période de Covid. Et puis bien sûr, cet accès pour toutes et pour tous, en n'oubliant pas les plus vulnérables, parce que c'est vrai, hein, vous le rappeliez tout à l'heure, quand on a des problèmes de logement, quand on a des problèmes de bouffe, on oublie la santé, alors que si la santé ne marche pas, plus rien ne marchera après. Mais évidemment que ce n'est pas la première chose auquel on pense. Donc, un grand merci à vous tous pour avoir fait partie de cette table ronde. Donc, un grand merci également à l'équipe technique du Gob Radio. Donc, au revoir à tous et à bientôt pour une nouvelle table ronde. Et un grand merci au 104 pour l'accueil également. Bien sûr. Merci à tous les intervenants et intervenantes. Merci beaucoup. Merci.